Bonjour à tous, bienvenue pour ce 5e rendez-vous IA et RH au sujet de l'utilisation de l'IA dans l'onboarding et comment est-ce qu'elle peut impacter l'amélioration de l'expérience collaborateur. Donc très rapidement, avant d'entrer dans le détail de la conférence, je vais vous présenter notre association, le Hub France IA, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. C'est une association de loi 1901 qui vise à fédérer les acteurs de l'écosystème IA pour permettre le développement de propositions et de solutions concrètes. Le Hub France IA, c'est plus de 150 membres et partenaires pour accélérer l'adoption de l'IA au sein des entreprises et des institutions au niveau national et européen. Et donc, parmi les nombreuses actions que l'on mène au sein de l'équipe opérationnelle, dont je fais partie, il y a toute une activité autour du pilotage de groupes de travail thématiques et qui dépendent tous des intérêts de nos membres. Donc, aujourd'hui, on se retrouve dans le cadre d'une action portée plus particulièrement par notre groupe de travail RH. Donc, ce groupe de travail, en 2 mots, c'est une vingtaine de membres qui partagent des réflexions sur les questions de l'utilisation de l'IA pour la fonction RH elle-même. Et donc, l'ambition du GTRH, c'est de transmettre un maximum de connaissances et d'expérience à l'ensemble de la communauté RH, mais aussi à toute personne susceptible d'être intéressée par ces sujets. Donc, concrètement, ça se traduit par un travail, entre guillemets, d'évangélisation, permis par des publications mensuelles d'épisodes thématiques de notre livre blanc que l'on a appelé l'IA pour les RH. Donc, par exemple, en avril, il y a eu un épisode sur l'expérience collaborateur. Et là, au mois de mai, nous traitons ensemble de l'onboarding et nous allons aller encore plus loin ensemble au travers de la conférence d'aujourd'hui. Et d'ici à la fin de l'année, on a prévu encore 6 autres thématiques RH et notamment la prochaine qui sera le recrutement. Donc, tous nos travaux sont accessibles sur notre site internet iapourlesrh.fr. On va vous mettre le lien dans le chat. Et donc, vous pourrez y retrouver nos épisodes écrits, nos témoignages vidéo et les replays de nos conférences également. Donc, pour le rendez-vous IARH d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager le micro avec plusieurs intervenants, notamment François Alexandre, qui est le CEO de Qualtra, une start-up créée en 2018 et qui aide les entreprises donc, à disposer de collaborateurs engagés et fidèles. Bonjour à tous. Merci. Nous accueillons également Alice Quatalem et Erwan Demont, qui sont tous les deux cofondateurs de Cognid, qui développe un assistant conversationnel en temps réel. Bonjour Alice et Erwan. Bonjour. Et ils sont venus accompagnés de Cyril Aubry, qui est un de leurs clients, pour vous présenter leur retour d'expérience croisée. Et Cyril est directeur des ventes chez Sodexo. Bonjour Cyril. Bonjour à tous. Et enfin, Pascal Bory, qui est consultant RH et qui est aussi au contact de nombreuses startups prometteuses dans la HR Tech. Pascal nous a notamment permis d'entrer en contact avec Arnaud Weiss, le CEO de AXL. Donc, c'est une solution spécialisée sur l'onboarding, mais qui n'a malheureusement pas pu se joindre à nous à la conférence. Mais vous allez le voir, il y a contribué au travers d'une petite vidéo en asynchrone. On va vous diffuser dans quelques minutes. Juste pour les participants, avant de donner la parole à Pascal, un bref rappel, vous pouvez donc réagir dans le chat directement et si vous avez des questions, je vous invite à les poser tout simplement dans l'onglet « Questions ». Ce sera plus simple pour nous pour gérer tout ça. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente conférence. Et Pascal, je te donne la parole. Bonjour, merci Camille. Donc on va malheureusement, comme disait Camille, Arnaud ne peut pas être présent, mais on a pu réaliser une vidéo à Station F avec Vincent Prudhomme. Donc ce qui m'a plu dans la solution d'Arnaud, c'est qu'elle est très simple et qu'elle est très facile à mettre en œuvre et qu'elle cible en plus un enjeu très fort en matière d'RH qui est la réussite de la période d'intégration des nouveaux salariés. Avant de lui laisser la parole, juste en 2 mots, qu'est-ce que Axel? En fait, Axel, c'est un assistant virtuel
qui peut être installé directement sur les outils déjà existants de l'entreprise et cet assistant virtuel, en fait, il anime l'activité de toutes les parties prenantes de l'intégration du nouveau salarié, que ce soit d'abord, évidemment, ce nouveau salarié, mais aussi son manager, son éventuel tuteur, la fonction RH et toutes les autres fonctions qui peuvent être concernées par l'intégration de ce nouveau salarié. On va tout de suite laisser la parole à Arnaud qui va nous expliquer justement quels sont les enjeux qu'il a relevés dans l'intégration des nouveaux collaborateurs. Bonjour, je m'appelle Arnaud Weiss et je suis l'un des 3 cofondateurs d'Axel. On est une start-up RH basée à Paris, à Station F, et on aide des entreprises comme Renault, Veolia ou Air Liquide à réussir l'expérience des nouveaux collaborateurs, également appelé onboarding en anglais. Alors le constat, c'est qu'aujourd'hui il y a une vraie guerre des talents qui est vraiment exacerbée pour certains profils. On va s'assurer que chaque personne qui a été recrutée, eh bien, elle va avoir une expérience réussie. Parce que la recherche a montré que c'était vraiment pendant les 6 premières semaines dans une entreprise qu'on se projette à long terme dans celle-ci ou pas. Et donc, ces 6 premières semaines, il faut vraiment les soigner. Au-delà de simplement la rétention, il y a également un enjeu pour l'entreprise d'engagement. Donc, si on donne l'impression à la personne qu'elle est attendue, qu'on prend soin d'elle dès l'arrivée, elle est beaucoup plus susceptible d'être engagée à fond dans sa mission et dans son poste. Par ailleurs, il y a également un sujet de ce qu'on appelle de disponibilité opérationnelle, de courbe d'apprentissage. En fait, si on ne structure pas le parcours des nouveaux arrivants, eh bien, ils vont mettre beaucoup plus de temps à commencer à contribuer, à être productifs. Et ça, c'est aussi une perte sèche pour l'entreprise. Alors, on voit bien dans le témoignage d'Arnaud qu'il évoque déjà des enjeux majeurs pour les entreprises. Je pense notamment à la guerre des talents sur certains métiers, au fait que les 6 premières semaines sont cruciales pour que les nouveaux entrants arrivent à se projeter. Arnaud évoque aussi des enjeux de rétention, d'engagement, de structuration du parcours pour rendre les nouveaux embauchés opérationnels rapidement. François Alexandre, par exemple, vous qui êtes positionné sur la prise en compte de l'expérience collaborateur chez Coinvitra, que t'évoque le témoignage d'Arnaud? Forcément, il décrit très bien la situation en fait de ce qui se passe. Peut-être que pour bien parler d'onboarding, il faut aussi pouvoir mettre en perspective les choses. La dernière fois, on avait parlé d'expérience collaborateur. Et l'expérience collaborateur, je vous invite à vous projeter vous-même quand vous allez dans un magasin. Mettons que vous vouliez acheter un ordinateur. L'expérience que vous alliez à Montgallet ou que vous alliez dans un Apple Store sera pas du tout la même. Et aujourd'hui, quelle est la population la plus engagée dans le marché de l'informatique, par exemple? C'est clairement chez Apple qu'on les trouve. C'est pas forcément neutre. Au contraire, ça fait 10, 15 ans qu'on parle d'expérience client. Et en fait, on s'aperçoit que le collaborateur, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une expérience collaborateur. Et on a un vrai changement, une vraie transformation du paradigme des collaborateurs qui vivent dans cette société d'expérience et qui donc attendent une expérience du même niveau lorsqu'ils rentrent dans une entreprise. Et donc, on voit très clairement dans cet exemple, dans l'exemple de ces processus, que l'expérience collaborateur et l'expérience client suivent en fait le même principe, le même cycle, ce qu'on appelle la symétrie des attentions. Donc, quand Arnaud parle de l'onboarding, il parle vraiment du moment crucial où le candidat, qui, normalement, s'il rentre dans l'entreprise, a déjà vécu une expérience à minima satisfaisante pour y rentrer, comme vous rentrez dans un magasin, quelqu'un vous dit bonjour, ça vous donne envie d'aller plus loin. Et bien de la même manière, ici, l'onboarding va être hyper essentiel pour pouvoir engager et fidéliser son collaborateur dès l'entrée dans l'entreprise. Alors bien sûr, c'est un processus qui doit se travailler comme de la même manière qu'on travaille l'expérience client. D'abord, il faut bien se rendre compte qu'il y a un pré-boarding. Il y a le moment avant d'entrer dans l'entreprise. Typiquement, est-ce que la personne est au courant de l'endroit où elle doit se rendre, à qui est-ce qu'elle doit appeler, pouvoir aussi l'engager bien en avant. En France en particulier, où on a des périodes de préavis, par exemple, entre deux emplois. Pendant ces 3 mois-là, comment est-ce qu'on peut réengager ou engager déjà les collaborateurs qui vont arriver?
Et puis, le jour J, vous rentrez dans le magasin, voilà, en effet, vous serez plus fidèle et vous aurez plus d'engagement émotionnel avec un magasin si le vendeur vient vous dire bonjour, si vous propose un bon conseil sans être trop insistant, si vous voit pas que comme un portefeuille sur pattes, ça va créer de l'émotion avec le magasin. Bah, de la même manière dans l'entreprise. Si vous arrivez, que vous avez la petite attention qui vous correspond, que vous avez votre ordinateur, que vous savez ce que vous devez faire, que tout est prêt, bah déjà vous avez un a priori positif. À l'inverse, si c'est le bordel, que rien n'est prêt, qu'il faut demander à 5, 6, 7, 8, 9, 10 services des éléments un peu partout pendant la première semaine, bah, clairement, on est en droit, nous en tant que collaborateurs, de la même manière que l'entreprise va se poser des questions sur ses candidats qui arrivent de manière un peu brouillon, et ben, le collaborateur, quand il arrive dans une entreprise un peu brouillonne, il peut se poser les mêmes questions. C'est vraiment un miroir. Et donc, tout au long de ce processus, l'engagement va se créer avec le collaborateur, le lien émotionnel va se créer, et c'est pour ça que chaque étape est vraiment importante. Et puis après, il y a la phase, en effet, dont parlait Arnaud, de monter en compétence. Un collaborateur qui arrive n'est que rarement tout de suite productif. Il y a toujours des formations, il faut s'accoutumer au processus, à la culture de l'entreprise. Il y a toute une phase comme ça de monter en compétence. C'est ce qui fait d'ailleurs que quand quelqu'un part, ça coûte aussi cher pour l'entreprise. Parce que il va forcément y avoir un moment de biais de biseau, où une personne va partir, elle va être moins productive, une personne va arriver, elle sera pas aussi productive qu'une personne en place, et puis en plus, on rajoute tous les coûts de recrutement, les cabinets, les ceci, les cela. Donc, je reviendrai certainement à la fin, mais c'est cet onboarding aussi, l'optimisation de ce circuit d'onboarding, présage aussi des coûts qui sont induits par ce fait et qui viennent compléter les coûts de recrutement. Et alors, quand on se penche véritablement à la situation aujourd'hui de l'onboarding dans la plupart des entreprises, on voit très clairement qu'il existe des larges manières de s'améliorer. Par exemple, voilà, sachez que ça, c'est un chiffre qui vient de tomber il y a une semaine, je crois, ou 2 semaines, qui vient d'être sorti par la dernière étude de Robert Walters. Donc, je me suis permis de la rajouter pour cette saison, parce que ça tombait pile poil dans le sujet. Voilà, donc, typiquement, je parlais de pré-boarding tout à l'heure. Sachez que 35% des candidats ne se présentent pas le premier jour s'ils n'ont pas d'informations suffisantes de la part de l'entreprise en amont de leur prise de poste. Donc, ça veut dire que 35% des gens qui ont été au bout du processus, qui ont peut-être fait 1, 2, 3, 4, 5 entretiens pour certaines entreprises, s'ils n'ont pas été engagés pendant les 1, 2, 3 mois qui précèdent, eh ben, ils partent. Ils viennent même pas. La deuxième chose, c'est ceux qui arrivent. Quand ils arrivent, à quel point leur expérience va être positive, engageante, dynamique, ou à l'inverse, déceptive. Et là, on voit que 53% des collaborateurs affirment de ne pas avoir reçu de définition claire de leur projet et objectif le premier jour. Donc, ils arrivent sur leur bureau, ils rencontrent leurs collègues, mais ils savent absolument pas quoi faire. Donc déjà, voilà, c'est un monde flou qui coûte de l'argent à l'entreprise et qui, en face, est déceptif pour l'expérience du collaborateur. Et c'est encore plus déceptif quand on sait que 49% des gens, quand ils arrivent, ils n'ont même pas leur poste de travail de prêt. Peut-être pas leur badge, peut-être pas d'ordinateur, on leur a peut-être même demandé d'amener le leur, parce qu'on sait que les process internes font que le support va avoir l'ordinateur dans un mois, il faut le commander, machin. Pas de compte internet, pas de compte Windows. Bref, pas de moyen de commencer à prendre en main son poste, de pouvoir l'appréhender, de pouvoir se rendre compte du quotidien. De la même manière, là, je parle de choses qui sont matérielles. On peut aussi parler de la cantine, bien sûr, toutes ces choses-là, mais il y a aussi l'immatériel. Et l'immatériel, c'est en particulier le management. Et là, c'est encore plus grave, plus impactant, parce que c'est vraiment les relations, c'est ce qui pose les bases des relations que vous aurez pendant les années où vous allez travailler dans cette entreprise. En 78% des collaborateurs dans cette étude affirment qu'ils ont ressenti un défaut de formation et d'accompagnement à plusieurs reprises lors de leur onboarding. Donc, on voit ici aussi l'importance d'une bonne conception à la fois de la formation, à la fois de la transmission de l'information et aussi de l'accompagnement du management, de l'impact du management dès cette étape-là de l'onboarding. Donc, savoir engager, impliquer ses managers dans le processus de l'onboarding est véritablement essentiel pour susciter cet engagement. Et puis, il ne faut pas non plus qu'un processus soit trop long.
On dit en général 6 mois pour l'onboarding. En fait, 75% des collaborateurs considèrent qu'un processus d'intégration ne doit pas dépasser 3 mois. Donc, ce qui veut dire qu'en théorie, 3 mois, c'est à peu près la période d'essai. On doit être en capacité déjà d'être, peut-être pas pleinement productif, mais en tout cas d'avoir son poste en main, d'avoir compris avec qui on travaillait, d'avoir compris son organigramme, d'avoir compris ses outils, et de pouvoir être pleinement dans le poste. Ce qui laisse encore 1, 2, 3, 4 mois selon les périodes d'essai pour aussi continuer à se jauger. Parce qu'aujourd'hui, la vérité, c'est que avec la tension sur le marché, avec les tensions sur le marché, avec les nouvelles attentes des collaborateurs, des nouvelles générations, hein, les Z n'ont pas du tout les mêmes attentes que les Y, qui avaient déjà pas du tout les mêmes attentes que les générations précédentes. Or, Y plus Z, ils sont majoritaires aujourd'hui dans l'entreprise. Eh bien, ne pas savoir les engager dès cette période-là, c'est créer de plus en plus de volatilité et donc de personnes qui peuvent être en risque de partir. D'ailleurs, on le voit dans les chiffres, encore une fois, si on doit être purement scientifique. J'aime beaucoup apporter des caractères scientifiques aux intuitions et au management. On voit qu'une autre étude, qui est un peu plus ancienne cette fois-ci, estimait que 86% des nouveaux collaborateurs prenaient la décision de rester ou non dans l'entreprise dans les 6 premiers mois de leur expérience. Donc on voit l'impact véritablement qu'a l'onboarding sur l'engagement et la fidélisation à long terme. Mais là où c'est encore plus, pas inquiétant, mais où c'est encore plus intéressant de voir comment l'entreprise peut optimiser les choses, c'est très bien d'avoir le PC le premier jour, c'est très bien d'avoir un SMS la veille pour dire demain rendez-vous à tel endroit, à telle heure, demande telle personne, etc., etc. Mais si derrière l'entreprise n'offre pas les conditions, cette fois-ci psychologiques, les conditions d'accompagnement qui suivent, on voit que c'est de toute façon, on peut faire le meilleur matériel qu'on veut, ça ne suivra pas. 53% des collaborateurs ont déjà rompu une période d'essai, donc se sont mis en danger aussi, hein, une rupture de période d'essai, c'est quand même quelque chose d'important, parce que les techniques de management ne leur convenaient pas. Et donc là, on arrive à la fois sur la capacité à former les managers, à les accompagner pour qu'ils accompagnent les nouveaux collaborateurs, mais on entre aussi sur le sujet de la culture d'entreprise. Parce que littéralement, je pense que beaucoup d'entreprises le connaissent, on a une superbe page Welcome to the Jungle, Glassdoor, Indeed, peu importe, on vend tout ce que les gens veulent entendre. On est agile, on est bienveillant, on est ceci. Et si dans l'équipe demain ou dans les processus de l'entreprise, le collaborateur ne ressent pas ce qui lui a été vendu, bon, bah, clairement, il y a un effet déceptif qui devient très important et qui va susciter d'autant plus le manque d'engagement et plus tard, certainement, la volatilité, voire la rupture en amont. Il faut savoir que là, ces 2 dernières années, le taux de rupture des CDI avant la fin de période d'essai a augmenté de plus de 22%. Le taux de rupture des CDD a augmenté de 26% ces 2 dernières années. Donc on est vraiment dans une tendance, j'ai peut-être entendu parler de la grande démission, elle n'est pas forcément complètement en France parce que c'est pas tout à fait le même dynamique qu'aux États-Unis, mais vous pouvez voir déjà rien qu'à ces 2 chiffres de tendance que l'impact de l'onboarding et de la culture de l'entreprise dans cet onboarding, dans ces processus, est une tendance lourde qui fait que les gens restent. Donc le côté culture, je tiens vraiment à insister parce que j'en parle aussi là en termes de manager, en termes d'ambiance, mais c'est aussi que la culture doit se ressentir dans tous vos processus. Si vous dites que vous êtes agile, ne présentez pas une organisation avec une EMOA, une EMOE pour un profil informatique en lui disant il y a un process extrêmement strict entre les deux qui va, puisque c'est l'antinomie d'une organisation agile et d'une organisation qui ferait par exemple du Scrum. Si on vend le mérite, la promotion, alors que les grilles de salaire et les grilles de promotion sont définies par un diplôme, un niveau de diplôme, un type d'école, un nombre d'années dans l'entreprise, là encore, on a une antinomie entre le discours et ce qui est vécu. Et tous ces éléments-là vont créer des frustrations au fur et à mesure de leur expérience qui font que les gens vont rester ou non. Enfin, en l'occurrence, là, ne resteront pas. Et donc, il faut savoir qu'on quitte plus souvent un manager qu'on quitte une entreprise. Donc, cette importance de la culture et de l'accompagnement des managers dès le moment de l'onboarding et que ça se ressente dans tous vos processus,
dans tous vos suivis est extrêmement important. Alors, la question derrière qui vient, c'est comment on peut s'assurer ça? Comment est-ce qu'on peut améliorer ces choses-là? Alors, bien sûr, vous pouvez vous faire accompagner, ça c'est assez classique, mais la technologie, en quoi la technologie peut elle-même venir à la fois améliorer ça et améliorer vos ROI, le ROI de votre processus? C'est là où la technologie est pertinente parce qu'elle va vous permettre de pouvoir enclencher un cycle, on va dire un cycle d'amélioration continue. Ceux qui font de l'industrie, qui font du lean, ont peut-être déjà entendu ce terme-là, mais l'idée de l'amélioration continue, elle est assez simple. Elle est de dire, on prend un processus, on le conçoit de manière différente, on va l'améliorer, on va le mesurer, on va comparer ce qu'on mesure avec l'objectif, et puis on va continuer comme ça à améliorer. Donc, la technologie, elle va vous permettre d'arriver sur la mesure, parce que l'humain est quand même très compliqué à mesurer en tant que tel. La performance humaine d'un processus est très difficile à mesurer. Donc la technologie, et en particulier l'intelligence artificielle, va pouvoir venir vous aider à la fois pour automatiser et améliorer ces processus-là. J'ai parlé tout à l'heure de vous faire gagner du temps, typiquement, plutôt que d'envoyer, de vous taper chaque mail à rédiger individuellement, peut-être automatiser les envois de mails, les envois d'informations, automatiser ou en tout cas vous servir de plateforme pour pouvoir capitaliser sur vos savoirs en interne, pour pouvoir les transmettre d'un salarié à un autre. Voilà. Bon, vous allez pouvoir automatiser, améliorer vos processus. Mais l'intelligence, là c'est plutôt du transactionnel, l'intelligence artificielle va pouvoir vous venir, on en a parlé lors du précédent webinaire, à partir du moment où vous aurez par exemple un chatbot d'onboarding qui va permettre de suivre au quotidien, c'est un peu ce que fait Axel de mémoire, qui va pouvoir vous accompagner, qui va pouvoir comme ça répondre aussi aux questions de vos collaborateurs. Alors, une limite au chatbot, beaucoup de collaborateurs aujourd'hui regrettent la déshumanisation de certaines interfaces. Donc, si vous faites un chatbot, gardez quand même derrière un aspect humain, ce qui est quand même assez important, notamment pour créer l'expérience. Toutes ces plateformes que vous allez mettre en place, elles vont produire de la donnée. De la donnée qui peut être anonymisée, en l'occurrence, et derrière, qui va pouvoir vous servir pour mesurer. Donc, il y a le niveau 0 de la mesure, qui est le People Analytics assez classique, où on va aller voir les transactions, on va aller mesurer chacune des étapes que vous aurez là. Mais vous pouvez aller encore un poil plus loin à partir du moment où vous avez des volumes très importants. Donc, notamment, vous allez pouvoir, par exemple, si vous avez beaucoup d'onboarding dans l'année, vous faites 200 recrutements par an, 300 recrutements par an, vous voulez vraiment vous améliorer et comprendre ce qui se passe. Bien sûr, vous allez faire des sondages potentiellement. Vous allez peut-être demander à vos managers de faire des entretiens d'onboarding, peut-être de faire des rapports d'étonnement à vos collaborateurs. Si quelqu'un s'en va, peut-être faire un exit interview. Et très vite, vous allez avoir par an 100, 200, 300, 400, 1000 documents à lire. Donc, quand vous commencez à avoir du volume, c'est là que l'intelligence artificielle va pouvoir venir, puisqu'avec des algorithmes dits de NLP, de compréhension du langage naturel, on va pouvoir aller lire à votre place ces milliers de documents et en sortir des statistiques, en sortir des apprentissages qui pourront ensuite vous aider à piloter votre expérience collaborateur et donc à l'améliorer au fur et à mesure. Et d'itération en itération, comme ça, pouvoir créer une vraie expérience collaborateur engageante. Et puis, en perspective, pour aller un poil plus loin là-dessus, en fait, la technologie peut vous permettre d'aller encore plus loin, comme toujours, mais dès aujourd'hui, à savoir que, au-delà de simplement automatiser, mesurer, piloter, elle va vous permettre aussi d'aller personnaliser l'expérience de votre collaborateur en fonction de son poste, en fonction de ses attentes, en fonction même de sa capacité d'apprentissage. Par exemple, on va pouvoir aller, comme Facebook aujourd'hui personnalise le fil d'actualité que vous lisez, vous allez pouvoir vous allez pouvoir aussi pousser plus ou moins les informations intéressantes grâce à des algorithmes. De la même manière, l'adaptive learning, ça va vous permettre, par exemple, de ne pas faire la même formation pour tout le monde, mais de concentrer vos efforts de formation là où la personne en a véritablement besoin. Et surtout, derrière, de pouvoir éventuellement revenir sur les notions qui ne sont pas encore acquises et à l'inverse, sauter les notions acquises par la personne elle-même pour pouvoir comme ça maximiser le taux de rétention de l'information et donc accélérer encore la prise de compétences lors de la prise en poste. Et puis dernière chose, toutes ces données générées vont encore une fois vous permettre de pouvoir anticiper les choses. Et c'est là où ça devient extrêmement intéressant parce que par exemple, à la fois la NLP et l'anticipation vont vous permettre par exemple
de mesurer la culture de votre entreprise entre celle qui est prônée, celle qui est vendue, celle qui est expérimentée par équipe. Chaque équipe, en fait, souvent a sa propre culture. Et puis derrière, de pouvoir vous améliorer. Et puis le côté anticipatif, ça va être en effet de pouvoir éventuellement prédire les départs, comprendre ou les absentéismes, comprendre quels sont les facteurs dans votre entreprise qui causent ces départs, qui causent cet absentéisme. Nous, c'est par exemple typiquement le genre de cas d'usage avec lequel on a commencé chez Cavitra. On travaille sur la valorisation des données pour maximiser l'engagement et la fidélisation des collaborateurs. Donc, véritablement, pouvoir anticiper, voire même, si on va encore un cran plus loin, aller accompagner vos managers au quotidien sans avoir à les suivre personnellement au quotidien. C'est-à-dire, typiquement, pouvoir leur pousser les bonnes actions au bon moment et surtout les actions les plus performantes pour engager et fidéliser vos collaborateurs. Et donc, tout ça participe d'un cycle itératif, régulier, qui vont vous permettre comme ça, petit à petit, au fur et à mesure de l'onboarding, de pouvoir engager, créer les conditions de personnes véritablement dans l'entreprise et qui vont pouvoir comme ça devenir des collaborateurs fidèles et engagés et éviter les écueils dès l'onboarding. Voilà un petit peu le complément que je pourrais faire. Je ne sais pas si je suis dans les temps. Mais... Super, merci beaucoup François-Alexandre. J'espère que cet éclairage aura permis aux participants de bien cerner les enjeux de l'onboarding et comment techniquement l'IA aide dans tout ça. J'en profite simplement pour rappeler de poser vos questions dans l'onglet questions si vous en avez. Et on va passer tout de suite au retour d'expérience de Cognite et Sodexo. Erwan, la parole est à toi. Merci. Merci Camille, merci François-Alexandre pour l'introduction. Donc effectivement, peut-être avant de rentrer dans le vif du cas d'usage exact de Cognite, de Sodexo et comment l'IA peut aider à l'onboarding, vous faire une rapide présentation de Cognite. Donc l'idée de Cognite vient des constats que François-Alexandre faisait sur la population des agents, des téléconseillers. Un gros turnover, un besoin de formation assez important, notamment quand il y a des catalogues produits vastes, complexes, et donc des formations qui prennent du temps et de l'argent. Et donc pour répondre à ces problématiques, on a créé Cognite, qui est un assistant vocal temps réel donc pour les équipes de relations clients par téléphone, que ce soit dans la vente à distance, le service client, la téléprospection, l'assistance technique ou l'assistance client. Et donc, ce que ça fait concrètement, c'est qu'en fonction des mots-clés qui sont prononcés dans une conversation, ça pousse de l'information en temps réel sur l'écran de l'agent, dynamiquement. Donc, ça va lui permettre de se rappeler les bons messages, de l'aider à suivre des processus commerciaux, à se comparer à des concurrents, à voilà, être une anti-sèche, un filet de sécurité dynamique, le manager sur son épaule en temps réel, qui lui permet d'être plus confiant, plus assertif. Et donc, par rapport à l'onboarding, Cognite va permettre une approche expérientielle, une formation expérientielle qui va accélérer l'onboarding des nouveaux employés puisqu'ils vont avoir en permanence ces informations qui vont revenir sur leur écran. Et donc, ça va permettre de réduire le temps de formation sur l'ensemble du catalogue notamment. Alice et Cyril, je vous laisse la main pour parler du cas d'usage. Très bien, juste quelques mots avant de passer la parole à Cyril. Donc, d'abord, un grand merci Cyril de venir témoigner aujourd'hui pour partager cette expérience. Le projet dont on va parler dépasse le cadre de simplement l'onboarding, mais sur l'angle de l'onboarding, ça nous semblait intéressant de venir témoigner aujourd'hui sur l'expérience de Sodexo et les apports sur la montée en compétences. Donc, clairement, on se positionne dans cette phase dont on a parlé au début, qui est la montée en compétences pour atteindre la disponibilité opérationnelle. Donc, on ne parle pas ici de l'onboarding des premiers jours, de l'accueil dans l'entreprise, de l'ordinateur, etc. On parle d'une phase qui est critique dans les équipes commerciales et d'assistance, qui est celle de la montée en compétences, parce qu'il y a souvent énormément de connaissances à assimiler et en face des clients qui sont relativement exigeants au téléphone. Et donc, c'est dans ce cadre qu'on a démarré ce projet avec Sodexo que Cyril va maintenant vous présenter.
Oui, merci Elise. Bonjour à tous. Donc, je suis Cyril Aubry, je suis directeur des ventes SMI, donc TPE-PME chez Sodexo Pass France, qui commercialise donc des cartes restaurants et des cartes cadeaux. Alors déjà, merci François-Alexandre pour les chiffres partagés sur le onboarding, parce que j'ai appris des choses, donc c'est super intéressant. Je pense qu'en tant que recruteur, on n'a pas forcément conscience de l'ampleur de l'impact de la phase d'onboarding, donc c'est super intéressant d'avoir ces chiffres-là. Et donc ce projet, en fait, il s'est inscrit au départ, simplement dans la recherche d'un outil interactif d'aide à la vente. Voilà, donc on n'était pas forcément dans l'onboarding, voilà. On était vraiment sur, comment, j'aide mes collaborateurs à mieux vendre, tout simplement. Puisque moi, dans mes équipes, je n'ai quasiment que des collaborateurs sédentaires. J'ai environ 35 personnes. On a un sujet évidemment d'onboarding et de fidélisation et on a vu, pardon, très rapidement que, il y avait cette séparation, au-delà de l'outil d'aide à la vente, cette séparation entre onboarding et collaborateurs un peu plus expérimentés. Donc sur la phase onboarding, on s'est dit: «Bah tiens, c'est une superbe opportunité d'avoir, un peu une synthèse de tout le savoir» entre guillemets, commercial à obtenir au départ. Voilà la phase 1 en fait, le, heu, le levier 1 à bien maîtriser pour passer en phase 2, sur la partie, d'onboarding et de maîtrise des savoirs et des contenus. Donc ça nous a obligés à travailler un petit peu, cette phase de synthèse, mais on s'est aussi rendu compte que jusqu'à maintenant, on fournissait à nos collaborateurs, plein de choses diverses et variées, qui étaient pas forcément visibles à un seul endroit, donc des PowerPoint, des Word, des mails, voilà, on a une base de connaissances, en interne, mais tout n'y est pas. Donc voilà, ça nous a permis aussi de se poser ces questions-là. Et concrètement, aujourd'hui, on voit bien et nos nouveaux, nous disent, on verra après les verbatim, nous disent que ça les aide concrètement à trouver l'information sans qu'ils aient à la chercher. C'est aussi ça, l'intérêt, tout l'intérêt de l'IA. C'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément. Encore une fois, nous, on est un peu en béotien, chercher un outil interactif. On ne savait pas trop ce que ça allait donner et ce qu'on en attendait finalement. Et on voit bien que les collaborateurs obtiennent des informations sans qu'ils aient à les demander, puisqu'on a tous les mots qui vont être détectés et les éléments déclencheurs, et que ça les aide à trouver une réponse rapide. Nous, évidemment, côté recruteur et côté formateur pour la partie onboarding, ça nous aide aussi à définir ce qu'on a envie que le collaborateur retienne, parce que souvent, il y a un effet que vous connaissez tous, c'est que le collaborateur va réécrire les scripts et va se les approprier. On n'a évidemment rien contre, mais parfois, ça s'en éloigne un peu trop. Donc ça, cet outil-là, l'outil Cogni, nous permet en fait de cadrer ce qu'on a envie de donner au collaborateur, ce qu'il peut personnaliser, ce qu'il ne peut pas personnaliser. Voilà. Et il y a une deuxième phase, évidemment, sur la partie plus où là, il y aura une personnalisation plus forte. Voilà, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'on a nos collaborateurs qui viennent donc intégrer soit en interne, soit en externe, puisqu'on l'utilise aussi dans le cadre de prestataires. Moi, j'ai des prestataires en fait qui font toute ma partie acquisition. Donc c'est d'autant plus important, puisqu'ils ne sont pas sur site, d'avoir cet outil-là qui permet d'avoir un seul outil pour tout le monde, un seul contenu pour tout le monde, et pour les internes et pour les éparpiller les connaissances, puisque la base de données, la base de connaissances internes n'est pas accessible depuis l'extérieur. Et le retour, il est extrêmement positif. Voilà, comme vous le voyez à l'écran, il est extrêmement positif parce que c'est simple, il y a un vrai effet waouh. À l'usage, qui a un vrai effet waouh quand on voit l'outil. On sait que la simplicité n'est pas simple justement à obtenir et que c'est le résultat d'un gros travail derrière. C'est hyper ergonomique, c'est très simple à utiliser, à mettre en œuvre, à modifier. Voilà, moi je suis pas quelqu'un de très patient et donc j'avais besoin de quelque chose qui soit simple et rapide et je l'ai, donc voilà, on est
complètement ravis de cet outil-là et on commence à mesurer l'intérêt de ce type d'outil et de ce que peut nous apporter l'IA dans la phase d'onboarding qui est évidemment clé. Je ne sais pas si Alice, tu veux conclure ou ajouter quelque chose. Non, j'ai rien à rajouter, Cyril. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je pense que Camille, je te repasse la parole. Super, oui, merci On beaucoup. verra les questions tout à l'heure. Tout à fait. Merci vraiment pour ce témoignage où on voit bien l'importance de cette phase de montée en compétence des collaborateurs pour l'entreprise. Cyril, vous parliez d'un effet waouh. Alors du coup, je me demande comment est-ce qu'on fait pour le pérenniser, pour faire que les collaborateurs restent autant impliqués et engagés sur la durée. Alors peut-être en 2-3 minutes, je vais m'adresser à François-Alexandre. Est-ce que tu aurais des insights à nous apporter sur cette question-là ? Oui, complètement. Mais on voit très bien que l'ajout d'un outil comme ça, voilà, ça fait cet effet waouh. Donc ça fait tout de suite, ça crée un lien qui va être important avec le collaborateur. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que ce lien est effectif ou est-ce qu'il est, entre guillemets, intuité. J'ai dit tout à l'heure, mettre des chiffres sur les intuitions, je pense que c'est la clé du RH du futur, entre guillemets. De pouvoir aller réconcilier aussi parce que nos organisations sont faites de cette manière, de pouvoir aller montrer des choses pour ensuite pouvoir s'améliorer. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne peut pas mesurer. Donc, pouvoir, suite à la mise en place d'un outil de ce genre, ou des outils dont j'ai parlé précédemment, pouvoir aller mesurer et mettre ces capteurs-là pour suivre l'adoption de ces outils, pour suivre le taux de satisfaction aux outils, pour suivre aussi éventuellement l'impact de ces outils sur les chiffres, sur le turnover, sur l'absentéisme, sur l'engagement, sur l'INPS. On a tous différents indicateurs de ce genre. Pouvoir aller identifier cet impact, pour aller éventuellement identifier si l'ajout de l'outil a été vraiment quelque chose d'important, ou au final, on a un gain qui est entre guillemets à la marge sur l'engagement, mais significatif, là en l'occurrence par exemple sur la productivité. Voilà, ça va permettre aussi de pouvoir faire des arbitrages et de pouvoir jouer là-dessus. Et puis pour peut-être ouvrir sur la suite, l'onboarding, c'est une étape. Et en fait, l'onboarding, là, on parle d'un nouveau collaborateur depuis le début de ce live. Mais en réalité, des onboarding, vous en faites beaucoup plus que simplement ceux de vos nouvelles recrues. Car il y a notamment l'onboarding des personnes qui seraient en mobilité. Quand quelqu'un change de poste, son nouveau poste, c'est un onboarding. Ça peut être un nouveau poste dans le même bâtiment, auquel cas il a le même ordinateur, il a les mêmes conditions, donc ça on oublie les conditions physiques. Par contre, il aura bien un nouveau manager, il aura bien des nouveaux savoir-faire à développer. Et donc, on est encore une fois là dans une philosophie d'onboarding. De la même manière, on peut imaginer par exemple les retours de congés maternité ou de congés paternité, ou de maladies longues, qui sont aussi l'entreprise, au bout de 6 mois, de 4 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, elle a changé. Donc, réengager ces collaborateurs-là, qui en plus ont souvent vécu une période de vie pendant laquelle ils vont certainement s'être remis à se poser des questions. Et c'est ce qui se passe là aujourd'hui avec le Covid, où beaucoup de personnes ont été absentes des bureaux des entreprises, donc éloignées des collaborateurs pendant 1 an ou 2 ans, avec parfois des managers qui ne suivaient pas de manière quotidienne et donc qui étaient un peu éloignés. Eh bien, tous ces gens-là, il faut les réengager. Et sinon, aux États-Unis, la grande démission, la première vague de grande démission, elle est liée au fait que les gens se sont posé des questions et que l'entreprise leur a dit du jour au lendemain, revenez dans les bureaux, et que les collaborateurs ont dit non merci. Donc, savoir réengager, savoir comprendre en temps réel, voire anticiper les actions, les attentes de ses collaborateurs et optimiser non seulement l'onboarding au recrutement, mais tout au long de la vie du collaborateur, elle est hyper essentielle. Et puis, en effet miroir, il y a une autre partie d'expérience collaborateur qui est extrêmement importante, qui doit être également travaillée, c'est l'offboarding. Parce que l'offboarding prépare l'onboarding du suivant, déjà. Donc, il faut pouvoir s'assurer du transfert de compétences. Il faut pouvoir s'assurer qu'on ait le minimum de pertes de productivité. Donc là encore, l'IA d'ailleurs peut aider en anticipant les vacances de poste pour déclencher, par exemple dans les métiers où il faut plusieurs mois de recrutement, enclencher les actions bien en amont des départs pour pouvoir comme ça s'assurer que l'offboarding et l'onboarding de la personne suivante
soit assez fluide et se fasse sans casse. Et puis l'offboarding aussi, il doit être tout aussi engageant que l'onboarding. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on fait face à des salariés dits boomerang. Donc, ça va vous permettre de pouvoir avoir un offboarding qui fait que la personne conserve une bonne image de votre entreprise, conserve un fort lien émotionnel avec votre entreprise. Ça va vous permettre deux choses. La première chose, c'est d'avoir, comme à l'image des grandes écoles, par exemple, qui font leur diplôme, etc., de pouvoir avoir un engagement hors de l'entreprise. Donc, typiquement, peut-être que vos salariés vont aller chez vos clients, donc pouvoir avoir des gens qui ont une bonne image de votre entreprise chez vos clients, bah, c'est peut-être potentiellement demain du deal qui va arriver. C'est aussi peut-être pouvoir constituer au fur et à mesure des communautés de savoir-faire parmi vos alumni, vos anciens, qui vous permettent ainsi de pouvoir conserver le lien avec eux, de pouvoir développer les savoir-faire aussi et pouvoir potentiellement aussi vous créer un vivier de recrues ou aller chercher ou aller piocher le jour où vous avez à nouveau besoin de personnes ou alors partager des nouvelles opportunités, de nouvelles offres qui pourraient faire revenir des personnes qui vous étaient que vous aviez identifiées comme des potentiels et comme des talents certains. Et donc là, encore une fois, si l'offboarding se passe bien et que vous identifiez des gens parmi vos anciens ou vos anciens repostulent 4-5 ans après pour revenir dans votre entreprise, et ben, cet onboarding, voilà, on voit que c'est un cycle qui revient, encore une fois, où on va pouvoir reboucler comme ça sur l'expérience des collaborateurs. Et puis, dernier point, alors, je ne peux pas changer le slide, voilà. Dernier point, là, je parle de grands principes philosophiques, de grands concepts, on va dire, voilà, ok, très bien, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? En fait, travailler l'offboarding et l'onboarding, ça a un vrai ROI. À savoir que votre ressource, plus elle reste dans votre entreprise, moins, entre guillemets, elle vous coûte cher, malgré les augmentations de salaire. Pourquoi? Parce que un salarié qui part, on estime que selon son niveau de hiérarchie et de compétences et de tension de marché, c'est entre 40% et 400% du salaire brut annuel. Donc là, par exemple, c'est un petit calcul qu'on a fait sur la base de certaines données qu'on avait eues entre un directeur commercial, un data scientist et un employé qualifié. On voit très bien, notamment pour tout ce qui est société de services à l'informatique, que un salarié qui part avant 2 ans, en réalité, en taux journalier, il a coûté beaucoup plus cher que s'il reste 5, 6, 7, 8 ans. Et là, on a vraiment un pivot à 2 ans de toute façon. Mais on voit que voilà, plus il est élevé en termes de rémunération ou en termes de difficulté, de rareté sur le marché, plus ça va coûter cher. Donc, pouvoir travailler cet onboarding, et plus globalement l'engagement, la fidélisation des talents, ça va comme ça vous permettre de faire de nombreuses économies. Donc, je rappelle, économie en termes de temps et de processus grâce à la technologie pour pouvoir vous concentrer sur véritablement votre valeur ajoutée en tant que RH, économie en temps d'argent, parce que vos salariés seront plus fidèles et plus engagés. Je suis dans les temps. Super, merci beaucoup François-Alexandre. On a un petit peu dépassé, mais c'est pas grave, c'était intéressant, je pense, pour les participants. Peut-être pour conclure, l'ensemble des échanges qu'on a eus pendant cette conférence ont permis d'illustrer le fait que, paradoxalement, l'outil technologique qui parfois peut sembler effrayant permet finalement de replacer l'humain au centre des attentions et je pense que c'est ce qu'on retiendra. Je voulais simplement, avant de passer aux questions-réponses, mentionner le fait qu'on va poursuivre ces échanges sur l'utilisation de l'IA pour les RH lors de notre prochaine conférence qui aura lieu le mardi 14 juin et qui portera sur l'IA dans le recrutement. Donc, on va vous mettre également le lien dans le chat si vous souhaitez vous inscrire. Et j'invite l'ensemble des participants à me rejoindre sur scène. On va passer très, très vite sur la partie questions-réponses. Je vois qu'on en a une de Charles Kérat qui nous demande quel est le rôle des gestionnaires collaborateurs dans le paramétrage des propriétés de l'algorithme propulsant l'agent conversationnel. Alors, peut-être, François-Alexandre, est-ce que tu veux tenter de répondre à cette question? Sur l'agent conversationnel, je pense que c'est la question doit s'adresser à Cognide, qui a fait sur Sodexo. Après, je pourrais venir sur les paramétrages généraux, mais l'algorithme. Mais là, on parle d'agent conversationnel, donc je pense que c'est plus pour Alice.
Absolument. Je te laisse répondre du coup, Erwan. Oui, pas de souci. Donc, par rapport, vous m'entendez bien, ouais. Par rapport au paramétrage, donc concrètement chez Cognite, on paramètre les fiches de contenu qui s'affichent en temps réel. Donc, lorsqu'il y a une objection client comme pas intéressé, qu'est-ce qui va être affiché sur l'écran de mon agent? Donc ça, c'est du contenu qui peut être soit saisi directement dans Cognite, soit automatiquement mis à jour via nos API par rapport à la documentation en interne du client. Donc, ces fiches de contenu sont déclenchées par la prononciation d'un certain nombre de commandes vocales. Et donc, on paramètre aussi ces commandes vocales. Et donc, on dit que, par exemple, lorsqu'on veut afficher de l'information sur la grille tarifaire, on souhaite que le mot-clé abonnement, tarification, grille tarifaire, tarif déclenche cette même fiche. Et donc, il suffit de dire sur le dashboard de Cognite, de manière très simple, en associant les fiches à ces commandes vocales, qu'est-ce qu'on veut, quelles sont les commandes vocales que l'on souhaite qui déclenchent les fiches de contenu. Voilà sur le paramétrage de l'agent augmenté. Peut-être juste pour ajouter, mais Charles, on serait ravis de continuer cette conversation après le webinaire qui va se terminer, mais qu'on a effectivement impliqué beaucoup les collaborateurs de Sodexo pour la définition des contenus et la mise à jour. Et donc, on est vraiment dans une expérience inclusive vis-à-vis des collaborateurs. Ils nous donnent des retours sur le contenu des fiches, ils font des suggestions, ils s'approprient et c'est eux qui écrivent les fiches. Peut-être que Cyril veut rebondir rapidement là-dessus. Oui, d'autant, je crois qu'il y a une autre question sur le sujet, comment on a aidé les collaborateurs, accompagné les collaborateurs sur ce sujet. Alors, ça demande un peu de temps. Hein. Ça demande du temps et de l'investissement, mais comme pour tout, hein, qu'on veut que ça rapporte, il faut investir un petit peu. Donc, on a passé pas mal de temps, donc 4 semaines sur la mise en ligne en fait des contenus. Voilà, donc, on avait une réunion par semaine, on travaillait dans des intervalles sur le contenu. Ça a l'air long, ça n'a pas été pour nous, c'était assez rapide finalement parce que c'est ce qu'il nous fallait pour faire la synthèse de tout ce qu'on avait. On avait un peu du contenu dans tous les sens. Donc, on a eu besoin de ce travail de synthèse. Donc, c'était un gros boulot de mon côté manager. Après, on a impliqué effectivement toutes les semaines et on le fait encore. On y est depuis février. Là, on fait un point hebdo. On a impliqué tout de suite et encore maintenant les collaborateurs utilisateurs dans nos réunions de point hebdo parce qu'on estimé que c'était justement une clé de l'onboarding sur le projet et sur l'outil. Et effectivement, ils peuvent donner leur avis, ils peuvent donner leur feedback, leurs idées. Donc, voilà, c'est un super moyen de faire avancer le projet rapidement. On va commencer un peu à espacer ces points-là et on n'aura peut-être pas besoin de tous les collaborateurs à chaque fois désormais, mais sur les 3 premiers mois, je dirais que c'était vraiment clé. Mais il n'y avait pas besoin il n'y avait pas besoin forcément d'être derrière eux tout le temps. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à les responsabiliser justement en leur demandant de témoigner chaque semaine. En fait, chaque semaine, on commençait le point par un tour de table. Donc, celui qui n'avait pas bossé, bon, déjà, on le savait, parce qu'il y a des indicateurs, mais ça permettait aussi qu'ils réfléchissent un peu et qu'ils préparent en fait le projet, le sujet. Bah, c'est super. Je pense que votre réponse aura bien éclairé nos participants. Je vois qu'on a un peu dépassé le timing initial de quelques minutes. Du coup, je pense qu'on va pouvoir clore la session sur cette question. Et j'invite donc les participants, s'ils le souhaitent, à nous contacter sur l'adresse mail qui s'affiche ici, s'ils veulent en savoir plus et s'ils veulent avoir plus d'informations a posteriori ou s'ils ont des questions qui leur viennent après. Ce sera un plaisir d'y répondre. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Merci à tous les intervenants. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine session IA et RH. Merci à tous. Merci à tous.